qui est en pierre et qui a une belle ossature. Alors celle-là, elle a été, je pense que c'est peut-être enfin, celle qui a le plus de potentiel de travaux, mais il faut y mettre, ou il faut être un bon bricoleur, ou il faut avoir un peu d'argent pour y mettre. C'est celle-là qui a été squattée et qu'on a bloqué plusieurs fois les portes d'entrée. Après, voilà, on n'a pas entrepris de travaux sur ces maisons-là, non. Voilà. Je vous garantis. Enfin, voilà, on aurait venu un peu plus, mais oui, Jean-François. Moi, je voudrais juste rebondir sur la question en me disant que s'il m'était arrivé à titre personnel une affaire comme ça, je me remuerais un peu plus le derrière pour essayer de vendre le bien à un meilleur prix. Or, comme ça a déjà été dit, les agences n'en veulent pas. Nous, on n'est pas peut-être évidemment professionnels de tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des initiatives à prendre pour diffuser, je ne sais pas, moi, sur le Bon Coin, sur des supports divers et variés, de façon à ce qu'on ait de vente un peu plus importante. Donc voilà, moi je trouve qu'on subit, que c'est très choquant tout ça, mais on n'a pas une réactivité que je trouve très positive quoi, par rapport à la situation. Alors, pour répondre, l'EPF nous a refait les sessions, il nous a redonné les montants les nouveaux montants d'estimation au printemps. Et depuis le printemps, on a vu plusieurs personnes. Enfin, les personnes qui ont été vues, vous les avez là. C'est les quatre. D'accord? Voilà. Et qu'on a. Et dont cette personne-là, ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'elle attend. Voilà. Mais on avait besoin de l'EPF, du retour de l'EPF pour pouvoir le vendre. D'accord. Est-ce que vous pensez, enfin, cette maison qui est estimée 71 000 par les domaines, on a une opportunité à 93 000. On peut toujours dire qu'on attend, hein, et qu'on vend pas, hein. On peut toujours dire ça. Peut-être qu'on va trouver quelqu'un qui va nous en donner 97. Mais peut-être on ne trouvera personne et qu'il faudra la racheter sans l'avoir vendue et on la paiera au prix fort. Donc c'est pas, ça veut dire c'est pas facile. À un moment donné, il faut bien prendre la décision. Moi, je prends aussi la responsabilité. Quand le président m'interroge, je lui ai dit oui, propose la vente au conseil communautaire parce que je vois pas non plus de solution à terme pour essayer d'en tirer. On n'arrivera jamais à 194 000 euros. Il faut pas rêver, hein, des maisons comme ça. Voilà. Donc voilà, il y a l'opportunité. Alors, est-ce que c'est une bonne décision ou pas? Mais à un moment donné, il faut la prendre. Donc, moi, j'ai donné mon point de vue au président. C'est pour ça qu'on vous la présente aujourd'hui. J'en prends aussi la responsabilité en tant que vice-président finance, puisque c'est mon rôle aussi. Je suis dans mon rôle, hein. Oui, moi j'étais pas présent lors de la dernière mandature, mais ça aurait été bien que nous, qui ne sommes pas au courant, on aurait pu avoir au moins un inventaire de toutes ces maisons et qu'il y ait eu au moins l'information soit diffusée au niveau des maires de Coval d'Or. Il me semble, enfin, Ça a déjà été évoqué. il me semble que dans un compte rendu de conseil communautaire, il me semble qu'il y avait un tableau avec le prix d'acquisition, l'estimation des domaines de l'époque, l'estimation des domaines réactualisés. C'est peut-être en bureau, excusez-moi. Oui, ben, j'en ai parlé en budget, oui, mais il y a oui, c'est peut-être en bureau qu'il y avait le tableau complet, peut-être pas pour tous les élus communautaires, effectivement. Ouais. Oui, oui, peut-être bien, oui. Voilà. Bon, ok. Oui, c'est Sheila. Ouais, moi je voudrais dire que sous la présidence de Monsieur Daubé, j'avais visité toutes les maisons. Je lui avais demandé à visiter toutes les maisons, c'était il y a 4 ans à peu près. Et je m'étais déjà étonné du prix d'achat des maisons. Après, on m'a communiqué il y a quelques mois le prix des domaines pour mettre en parallèle avec les prix d'achat. On arrive jusqu'à 85% de prix d'achat au-dessus de la valeur des domaines. Donc il est évident que là déjà il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et puis là, maintenant, on revend. Alors, les deux premières, je reconnais qu'on ne peut pas les vendre plus cher dans l'état où elles sont. La troisième, je dirais qu'elle, c'était la plus belle. Je suis un peu étonné du prix de revente. Voilà. Il y a beaucoup de travaux à faire. Voilà. Alors, c'est vrai que si on reprend depuis le dossier, on avait donné mandat à l'EPF de faire les achats.
Et c'est vrai qu'on n'a jamais, l'EPF a fait les achats avec les prix qui avaient été négociés. Hein, et on s'est jamais passé un conseil communautaire pour dire, OK, on valide le prix derrière. Voilà. Ouais. Ouais. Oui. On va la voir tout à l'heure, la troisième. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le locataire actuel, sur cette maison-là, a fait des travaux personnels. Donc, il a donné une plus-value déjà à cette maison. C'est aussi pour ça qu'elle est dans l'état où elle est. Il a fait pas mal de travaux. Oui, bonsoir mes chers collègues. Non, juste une réaction. On tourne un peu autour du pot, mais simplement, on va pas se leurrer. C'est un échec tonitruant dans les finances publiques pour notre collectivité. C'est des achats qui ont été mal menés. La vente, peut-être qu'on a mis du temps à le faire, c'est factuel. Néanmoins, maintenant, je pense qu'il faut qu'on s'en débarrasse le plus vite possible parce que c'est des maisons qui nous coûtent beaucoup d'argent tous les ans. Et je pense que voilà, il faut, à mon sens, s'en débarrasser le plus vite possible pour qu'on arrête l'hémorragie. Voilà. Je rejoins tout à fait l'avis de ce qui vient d'être dit, parce que bon, on peut se remettre en cause, poser des questions, s'interroger pourquoi ci, pourquoi là. Bon, c'est vrai, je suis d'accord. On a peut-être ça a été trop attendu. Bon, aujourd'hui, on est dans un fait, il faut trancher. C'est peut-être pas satisfaisant, mais je pense que c'est un stop qui est montré dans la gestion et les finances de Coval d'Or par rapport à la situation qui ne, ah ben, à mon avis, mettrait, si on attendait pour les vendre, on gagnerait pas beaucoup plus d'argent au final, parce qu'entre les frais, Ouais. le portage et les frais, il y en a par rapport à ce qu'on pourrait regagner, et il faudrait que l'immobilier se montre sous un aspect beaucoup plus positif. Voilà, moi je pense qu'il faut, bon, il vaut mieux acter les choses et se débarrasser de ces maisons et de repartir sur quelque chose de plus clair. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, on va arrêter les discussions parce qu'on peut parler. Mais oui, allez, la dernière. Ouais, allez, une dernière question. Pour notre information, est-ce que vous pouvez nous dire combien il reste de maisons à vendre? Il en restera 5. 5 maisons et un bien artisanal et industriel. Enfin, la maison d'Arnis. Voilà. Non, parce qu'on peut peut-être le diffuser. Oui. Ok, allez, je propose qu'on passe au vote. Le vote est clos. Donc il y a 6 abstentions et 76 qui valident la vente du bien, de ce bien. Et la dernière de ce soir, c'est une maison qui est occupée aujourd'hui qui est louée par Monsieur Tardieu. Une maison qui a été achetée 215 000, qui est estimée par les domaines à 102 000 euros et qu'on a négocié avec Monsieur Tardieu parce que moi j'ai essayé de demander un peu plus, mais bon, on est arrivé à 150 000 euros de biens, ce qui fera un delta sur la vente à 99 258. Voilà. On est toujours dans le même. Voilà, après, c'est une maison qui est peut-être mais qui a son style et qui a été entretenu et fait sur lequel Monsieur Tardieu a fait quelques travaux d'entretien. Voilà. Donc, bon, on va pas romancer la discussion. Enfin, j'ai pas remis s'il y a quelque chose de particulier, supplément, mais bon, sinon, on passe au vote. Je vous propose qu'on passe au vote. La quatrième, il y en a une prochaine. Non. Allez, le vote est clos.
Je pense qu'on va retrouver 5 abstentions. Et tout le monde a voté pour le reste. Ensuite, oui, il y aura une 4e vente lors du prochain conseil, puisqu'elle a été conclue. On ne pouvait pas la mettre dans le conseil de ce soir. Bien, je voudrais quand même aussi ouais, remercier le personnel du service IMO, et notamment Adeline, qui essaie de se dépatouiller ce dossier. Elle fait un gros boulot. Et malheureusement, pas aussi, sur le plan financier, pas aussi spectaculaire qu'on aurait pu le souhaiter, mais bon, elle fait quand même un gros travail pour essayer de sortir au mieux ce dossier pour Covaldor. Voilà, merci à elle. Donc, oui, Est-ce qu'il serait possible de faire un inventaire exact des propriétés de Covaldor à ce jour pour qu'il n'arrive pas d'échecs cuisants comme celui-ci ou de difficultés pareilles? je te rassure, heureusement que les maisons qui sont dans cette situation, il y en a, malheureusement, on en a de trop, mais on les connaît, hein, et elles sont situées dans le même secteur. Voilà. Ensuite, allez, on va passer au point suivant, et je vais donner la parole à Jean-Philippe Gavet pour un AMI sur la couverture en photovoltaïque du tennis club, du cours de tennis de Souillac. Oui, bonsoir. Une présentation d'un AMI, hein, donc, sur la partie solaire photovoltaïque que peut supporter cette structure, puisqu'elle a été construite et livrée en 2023 avec cette possibilité-là. Aujourd'hui, il est proposé de lancer un AMI pour trouver des partenaires qui pourront apporter des solutions sur la production, mais pas uniquement, puisqu'ils doivent aussi intégrer des propositions de conception, fourniture, installation, maintenance, exploitation de ces panneaux. Donc les objectifs pour Covaldor, ça sera de développer la production solaire photovoltaïque, la production d'électricité sur son patrimoine, et de se positionner comme facilitateur en favorisant le développement des projets à la fois énergétiques et environnementaux. L'objet de l'AMI, c'est la mise à disposition de la toiture du tennis pour cette pose de panneaux solaires photovoltaïques et de trouver les meilleurs candidats en mesure de porter cette conception et cette gestion de ces panneaux solaires photovoltaïques. Cela nécessite de la part des candidats une étude de faisabilité, qu'ils proposent une étude de faisabilité, de viabilité technique et économique du projet, ainsi que la performance aussi pour, évidemment, financière pour Covaldor. Donc on vous propose ce soir, au-delà donc de ce lancement d'appel à manifestation d'intérêt, c'est d'approuver le principe de mise à disposition du foncier identifié sur ce bâtiment, permettre aussi d'approuver le lancement de cet appel à manifestation, bien évidemment, de dire que aussi cet AMI va être publié sur le site de Covaldor. On n'est pas sur un marché public ici. Donc de créer aussi un jury qui va permettre d'étudier tout l'ensemble des propositions qui vont lui arriver, éventuellement de prendre des personnes référentes qui permettront d'apporter leur expertise sur ce genre de dossier, et puis de signer éventuellement, donc pour le président, si tout est conforme, le fameux projet d'AMI sur la toiture du tennis club de Souillac, sur le bâtiment du tennis de Souillac. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors la production là, ça sera pour de la vente, c'est ça, la revente à EDF d'électricité. Il n'y aura pas d'autoconsommation prévue. Non, il ne peut pas y avoir d'autoconsommation puisque le bâtiment lui-même n'a pas de besoin en électricité majeur. Alors, la revente, alors ça va justement faire partie des porteurs de projets qui vont nous présenter l'ensemble de leurs solutions et qui vont nous permettre justement de juger la situation. C'est l'intérêt d'un AMI d'ailleurs. Ok, d'autres questions? Non? Eh bien écoutez, on le met au vote.
Donc le vote est clos. Je pense que tout le monde valide ce principe d'AMI sur le bâtiment du tennis couvert de Souillac. Et on propose la même chose si j'ai bien pour les bâtiments de la MSP à Saint-Céré. Oui, donc là, je vais faire un tout petit peu plus court. C'est le même principe, donc un lancement d'un AMI, une nouvelle fois pour la production d'énergie solaire photovoltaïque, d'électricité. Cette fois-ci, c'est sur Saint-Céré, c'est sur ce serait sur le parking donc attenant à la MSP, d'une surface de 1500 mètres carrés. Et l'exploitation, donc c'est pour l'installation, l'exploitation des panneaux solaires et d'une borne de recharge de véhicules électriques. Donc c'est le même principe sur un appel à des porteurs de projets autres que des entreprises, puisque ça peut être des consortiums aussi, ça peut être des startups, des éléments comme ça qui proposeront leurs solutions et nous prouver que leur situation peut être retenue. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Écoute, on le met au vote. Monsieur Guyot. Allez, merci. Tout le monde a voté. Et une proposition validée. Merci. Donc, on passe au point suivant. Et c'est tout, M. Gavet, pour les tarifs du réseau de chaleur de Gramat qui doivent être revus et actualisés. Oui, donc pour rappel, donc que Covaldor a lancé une rénovation, une extension du réseau de chaleur de Gramat. C'était en 2022. Depuis, un certain nombre de difficultés sont apparues et beaucoup de difficultés aussi pour trouver des solutions. Aujourd'hui, on est encore sur le moment de lever des réserves, ce qui veut dire que toutes les difficultés rencontrées sur le fonctionnement de cette installation a généré un certain nombre de dépenses qui évidemment n'étaient pas prévues au départ. Un petit peu comme sur le budget du SPANC, c'est un budget qui est appelé un SPIC, hein, donc qui doit être complètement autonome en termes de fonctionnement, en termes de dépenses et de recettes en équilibre. Et il se trouve que en 2024, et en lien avec toutes les dépenses qui n'étaient pas prévues, ce budget a pu être équilibré, et il a pu être équilibré grâce à un report excédentaire d'exploitation. Chose que il va être difficile de mener pour les prochaines années. Alors, ce que vous avez à l'écran, c'est les 8 abonnés qui bénéficient de l'ensemble de ce réseau de chaleur, avec le Collège La Garenne, l'EHPAD, le Centre de formation des apprentis agricoles, la gendarmerie, le groupe scolaire Bronquil, la maison de santé pluriprofessionnelle, l'hôpital Louis Comte et la résidence autonomie Georges Pompidou. Ce que vous avez en dessous, ce sont les tarifs qui sont appliqués aujourd'hui, qui l'ont été par vote et délibérés en 2022. Et nécessairement, au regard de la situation financière de cette installation et donc du budget, les services ont réfléchi un petit peu à lancer une prospection pour les années futures et essayer de définir au mieux des nouveaux tarifs pour le fonctionnement de cette installation. Alors, vous avez à l'écran, vous avez les dépenses et les recettes de fonctionnement. Vous voyez qu'en 2025, on estime, oui, vous avez ici les charges de caractère général à hauteur de 233 700 € et charges financières 18 000 et la dotation aux amortissements à 40 000, ce qui fait qu'on a des dépenses à 293 201 € pour l'année 2025. Et en termes de recettes, on arrive à la même somme, on est équilibré parce qu'on a ce fameux report des 10 318 €.
la prospection pour les années 2026 et 2027 font apparaître une légère baisse au niveau des charges de caractère général, puisqu'on aura moins de frais que l'on a pu avoir cette année, puisqu'on n'aura pas ces dépenses d'avocat, par exemple, on n'aura pas d'autres éléments de dépenses à caractère général. 2027, il y a une légère augmentation à 182 815 €. Ça, c'est principalement lié aussi à l'inflation au niveau de l'énergie. Et quand on regarde tout à fait à la fin, tout à fait à droite du tableau, donc on a une moyenne sur les 3 années, 2025, 2026, 2027, qui montre qu'en termes de dépenses de fonctionnement, on arriverait à une somme autour des 260 000 €. Et que, donc forcément, en vis-à-vis, il nous faut avoir des recettes à hauteur de 260 000 €. Pour atteindre cet équilibre, il nous faut atteindre une valeur donc, de produits et des services, c'est-à-dire donc abonnement et énergie facturée, à hauteur de 233 474 €. Pour atteindre cette valeur-là, eh bien, il y a une modification des tarifs à mettre en place. Et ces tarifs, les services ont étudié ces modifications à partir des tarifs du CIDED. Je crois que c'est sur la... Oui, c'est sur cette diapo. Donc, vous avez en fait la modification des tarifs qui apparaissent en termes d'abonnement et du prix du kilowattheure à non-taxe. Et avec l'ensemble de ces abonnements et un réajustement des puissances souscrites par rapport aux abonnements, on arrive en projection, c'est tout à fait le chiffre du dernier tableau que vous avez en bas à droite, à une moyenne de 233 474 €. Donc, ces modifications de tarifs nous permettraient d'arriver à un équilibre budgétaire sur ce budget particulier. Alors ça génère effectivement une augmentation puisqu'on arrive à 17% d'augmentation générale entre l'abonnement et le prix de l'énergie. Mais si on regarde un petit peu plus précisément, on s'apercevra que pour certains abonnés, leur abonnement est quasiment divisé par 2, puisqu'on arrive à avoir 57% de baisse sur l'abonnement. Par contre, effectivement, le prix de l'énergie augmente à hauteur de 80%. Donc en moyenne, on arrive malgré tout à une augmentation de 17%, ce qui nous permet d'amener le budget à un équilibre pour au moins l'année prochaine. Christian, oui. Oui, donc vous avez donné les éléments justificatifs du producteur. Je voudrais vous donner celui de l'usager concernant la commune de Gramat avec le collège La Garenne. En fait, le tarif de référence de 2024 nous conduit aujourd'hui à un coût à peu près de l'ordre de 25 à 30 000 € de dépenses de chauffage. C'est un coût qui, en 3 ans, a augmenté, c'est un coût qui, en 3 ans, a augmenté de 40%. On était à 15 000, on est passé à plus de 22 000 €. Vous nous proposez aujourd'hui une augmentation qui est supérieure, encore de 20%. Je voudrais dire que dans le coût de l'abonnement, on passe de 2 400 € à 6 600 €. C'est quand même une multiplication par 3 de l'abonnement. À ce niveau-là, l'abonnement coûte la moitié du coût total du chauffage. Déjà en 2024, c'est-à-dire au moins 50% du coût, les 50% restants étant dus au kilowattheure, on va dire, utilisé. Ça veut dire quasiment que si on ne chauffait pas, on paierait quand même la moitié du coût, on va dire, qui nous est proposé ainsi qu'aux autres utilisateurs. Je trouve que c'est déjà quand même assez curieux pour une énergie. Le deuxième point qu'il faut comprendre, et tous les autres partenaires sont dans le même cas, en particulier le collège, ça l'a amené en 3 ans également, lui, à lui doubler complètement ses coûts. Un petit comparatif en termes d'usagers, si c'était de l'électricité qui chauffait l'école Brouki avec une pompe à chaleur, aujourd'hui, les coûts seraient divisés par 2. Donc, la proposition que vous faites de monter pour équilibrer le budget, ce que je comprends tout à fait du point de vue, on va dire, de la collectivité,
dans un budget annexe est quand même pour l'usager quelque chose d'assez aberrant. Le bois est plus cher que toutes les énergies existantes aujourd'hui. C'est quand même assez surprenant et assez aberrant, compte tenu des prix, on va dire, qui sont faits du point de vue du kilowattheure consommé. Donc, moi, à mon avis, je pense clairement que c'est une situation qui pourrait ne pas durer dans le temps, en termes d'abonnés. Alors, étant consommateur et partie prenante, je ne pourrais pas voter contre, je ne voterai pas, mais je considère que si la chaufferie, dont on vous remercie en effet d'avoir réussi à la faire fonctionner, d'avoir fait tout ce qui a été fait là-dessus, continue avec de tels tarifs, j'ai quelques craintes sur l'intérêt de continuer à s'en servir. Je voudrais faire une remarque. Tu nous parlais du collège Lagarenne. Que je sache... Je me suis trompé, excuse-moi. Je me suis trompé, c'est l'école Brocky. Ah, d'accord. C'est l'école Brocky. Donc, l'école Brocky, le tableau passe de 20 437 à 27 000. Voilà. C'est ça. Voilà, Une augmentation de 7 000 euros. Voilà. Est-ce que tu as fait l'étude? J'ai fait l'étude électrique. De ce que te coûterait la pompe à chaleur, l'installation de toute l'école par rapport à ça. L'économie, tu m'as dit, ce sera à peu près la moitié, 14 000 euros par an. À l'investissement à part. Le coût de l'investissement, il est de combien? On est à 10 000 euros. Il est de combien? Non. Quand on fait l'investissement de ces pompes à chaleur, on en a pour 100 000 euros. Oui. À peu près. Oui. Et on en a pour 10 000 euros par an. Voilà. D'accord. Et si en plus on trouve un moyen d'avoir, on va dire, de l'électricité photovoltaïque pour faire fonctionner le système en autoconsommation, c'est encore moins cher. Donc le système, je dirais, à bois tel qu'il est proposé aujourd'hui, compte tenu, on va dire, des nécessités d'équilibrage qui font que l'investissement et donc l'abonnement est très élevé, aujourd'hui est une solution qui est totalement, à mon avis, incompatible avec nos besoins et nos capacités. Et avoir un abonnement qui coûte aussi cher que la consommation, c'est quand même la première fois que je vois ça dans un système de production d'énergie. Ton abonnement, il baisse, il passe de 8 800 à 7 000. C'est effectivement la redevance qui augmente, qui passe de 11 à 20. L'abonnement, il baisse. Oui, il baisse, mais il est quand même trop élevé. Il est quand même, la totalité est trop élevée. Je donne mon avis, hein, c'est sûr. C'est une solution technologique qui aujourd'hui est complètement inefficace du point de vue financier pour les utilisateurs, avec une énergie qu'on met dans les renouvelables, voilà, parce qu'elle est à peu près du double de celle que serait l'énergie traditionnelle. Et je ne parle pas du fioul. Et d'autant plus qu'en plus, on nous conseille de conserver la chaudière au fioul au cas où le bois ne marcherait pas. C'est quand même un vrai régal. Oui, mais comme tu l'as dit au départ, je reprends tes propos de départ, c'est qu'on a réussi à mener à bien ce projet qui était, je pense, dès le départ, mal pris, et qui aujourd'hui, il faut trouver une solution. Voilà. Donc, je suis d'accord et je vous reproche si on veut l'équilibrer, je parle juste d'écoute. Non, au contraire, je vais même remercier le fait que, on va dire, cette technologie ait pu refonctionner. Mais c'est quand même dommage d'arriver, je dirais, à des coûts qui soient quand même clairement, enfin, il faut être clair, c'est quand même prohibitif par rapport à ne rien faire et à se chauffer de manière traditionnelle. On peut faire des efforts, mais là, à ce point-là, c'est beaucoup. Alors, juste une petite remarque par rapport à la chaudière fuel qui est en attente. En toute logique, elle ne devrait pas avoir à fonctionner puisque quand le système bois ne fonctionne pas, on a un secours gaz. Pardon, Président.
Donc oui, je me pose la question, vous parlez d'augmentation du coût de l'énergie, mais je crois que tout le monde a été impacté depuis 3 ans par l'augmentation du coût d'énergie. Est-ce vraiment dû à ce système? Par exemple, dans les collèges, mes collègues le diront, qui participent au conseil d'administration, bien sûr, on a eu plus 30, plus 40% de coûts et à Gramma notamment, et le département prend en charge totalement, bien sûr, le surcoût de l'énergie, étant donné l'inflation que nous avons connue. Alors, est-ce que c'est vraiment un dysfonctionnement ou est-ce que c'est seulement, surtout, le contexte? Est-ce que, juste intervenir, au Collège La Garenne, le département a pris les surcoûts grâce à ces tarifs-là. Comme ceux qui se chauffent au gaz aujourd'hui subissent le prix, l'augmentation quand il fait le prix quand il augmente et il est plutôt en hausse aujourd'hui qu'en baisse. Il a plutôt augmenté sur la période plus que toute autre source de chaleur et d'énergie et je pense que l'électricité suit aussi, les abonnements ont suivi et tout ça. Bon, voilà, après c'est... Parce on a une structure et il faut qu'elle fonctionne au mieux. Et j'espère que si les rendements sont bons, on devrait peut-être pas avoir à augmenter rapidement les prix derrière. Voilà. Après, juste une petite remarque, c'est vrai que quand on parle de consommation et quand on associe les consommations strictement au prix, forcément ça fait bondir et de toute façon, malheureusement, pour les années à venir, ça fera encore bondir, on pourra faire ce que l'on veut. Aujourd'hui, passer avec du bois, c'est aussi faire le pari de l'environnement et du développement durable et la notion de bilan carbone. Voilà, donc il y a cet investissement et cet engagement-là a forcément malheureusement un coût et c'est un coût que effectivement c'est de l'espèce sonnante et trébuchante, mais il y a aussi un enjeu derrière. Ok. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, oui, Christian. Non, ce qui serait intéressant de savoir, c'est par rapport au CIDED, puisque vous avez été servi du système CIDED un petit peu, est-ce que le CIDED est à ces prix-là ou pas? Parce que moi, quand je suis au CIDED aujourd'hui, je sais que le budget de la chaufferie pour l'équilibrer, c'est très, très, très difficile, en conservant un prix attractif, ou du moins ne dépassant pas les autres méthodes de chauffage. Sur l'abonnement pour les puissances dont on parle, le CIDED est à 4 000 € en 2024. Il ne va pas passer à ces niveaux-là de prix. Oui, ben, l'abonnement du CIDED est plus bas, mais ça se comprend puisqu'il n'y a peut-être pas besoin d'équilibrer l'investissement. C'est tout le problème. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que, on pourra dire, moi j'étais de ceux qui le pensaient un peu, mais je l'ai voté. Hein. Mais je pense que notre erreur, c'était de ne pas l'avoir confié au CIDED. Il le voulait, il ne le voulait pas. Mais s'il ne le voulait pas, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. Il ne le voulait pas. Je savais qu'il y avait de bonnes raisons. Hein. Tissot et compagnie, et tu me le confirmes à côté de moi, c'est que ce projet, tout seul, pour le faire vivre, et avec les investissements qu'il y avait, c'était, parce que les aides sont limitées aussi, hein. On avait peut-être espéré en avoir plus à un moment, hein, mais elles se limitent. Et je vois que tous les projets du CIDED aujourd'hui, il faut vraiment de gros projets à certains endroits, et il y en a qui sont en stand-by, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à l'équilibrer. Ce qui est proposé, ce sont les prix abonnements CIDED. En fonction des puissances, hein, je pense que... Ok. Allez. Oui, Alexandre, dernière question. Il me semble que sur cette chaufferie, il y a eu des gros investissements il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le montant des investissements et sur combien d'années vous avez prévu de l'amortir? Alors pour ce qui est du nombre d'années, je ne saurais pas dire là tout de suite, mais le montant des travaux hors taxes engagés, c'était 1 500 000 €. Travaux. Bon, si après on ramène tout, maîtrise d'œuvre, TTC, on est à un peu plus de 2 millions d'euros d'investissement. Bon, après, la norme sur les chaudières, c'est comme toutes les machines, c'est 7 ans, voire 10 ans grand maximum. Et après les bâtiments, c'est 15 ans. Voilà, c'est les normes qu'on pratique en amortissement. Ok,
Je le mets au vote. Monsieur Moulin, c'est bon? Ah, allez, c'est bon. Donc tout le monde a voté, je clôt là. Donc il y a 5 personnes qui ne participent pas au vote et 77 personnes qui valident ces tarifs. Donc on passe au point suivant et là je donne la parole à Dominique Malavergne pour l'exonération sur les taxes d'enlèvement d'ordures ménagères pour l'exercice 2026. Ça va être très bref parce que là, il n'y a rien de nouveau. Donc, toute entreprise du territoire peut demander à être exonérée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères si elle apporte la justification du recours à un service donc d'enlèvement de ces déchets. Donc, vous avez en annexe la liste des entreprises qui ont fourni une justification et donc qui seront exonérées de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Voilà, je rappelle que comme l'a dit Dominique, c'est que pour pouvoir en bénéficier, il faut faire la demande annuellement avec un justificatif comme quoi on a bien un contrat d'enlèvement des ordures et de traitement des ordures à titre de l'entreprise que l'on a. Allez, pas de questions. Je le mets au vote. Allez, le vote est clos. Je précise que s'il y a des personnes qui sont concernées, il ne faut pas qu'ils participent au vote. Donc, il y a une personne qui ne participe pas et les 81 personnes présentes ont voté et à l'unanimité, c'est voté. Ok, merci. Donc, on passe au point suivant. Et bien justement, on revient au réseau de chaleur et une décision modificative du budget. Et je donne la parole à Pierre Molle. Merci, Président. Alors, 2 modifications, une concernant le fonctionnement et une autre concernant l'investissement. Vous savez qu'on va engager 150 000 € de travaux suite à l'extension de l'hôpital qui nécessite qu'on fasse des déviations de réseau pour pouvoir après tout alimenter. Donc, les dépenses s'élèvent au totalité en investissement à 151 703 que nous équilibrons globalement avec l'emprunt à hauteur de 150 000 plus 1700 € d'installation à caractère spécifique. Je vous passe la définition. Et pour ce qui est du fonctionnement, on a besoin de 16 801 € pour tout équilibrer. Et la décision qu'on a prise tout à l'heure nous permet de prendre 11 380 sur l'augmentation des tarifs et le reste se fait sur une quote-part de régule d'amortissement. Voilà, s'il n'y a pas de questions, Président. Ah oui, c'est sûr que si on n'avait pas voté les budgets, on ne pourrait pas faire l'ADN. Ça serait un peu plus compliqué. Merci. Donc je vais le mettre, s'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Allez, c'est validé. Tout le monde a voté. Et c'est validé à l'unanimité. Merci. Ensuite, je redonne la parole à Pierre Molle pour la mise en place de la répartition de droits communs pour le FPIC. Avec peut-être
déjà, si on a à faire la répartition, c'est qu'on a conservé le FPIC. Donc ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. Donc vous voyez que le FPIC, enfin, vous le voyez ou vous le voyez pas, mais cette année, il est à hauteur de 1 254 293 €. Si on fait la répartition de droit commun comme on fait chaque année, ça fait une part pour les PCI de 618 550 qui correspond à 49,31%, qui est notre coefficient d'intégration fiscale. Et pour les communes, 635 743. Si on prenait le plus 30 des communes, ce serait 804 000 €. Oui, si on prenait le reversement maximal de la part de l'EPCI à plus 30, ça ferait 804 000 pour l'EPCI, 450 pour les communes. Et si on faisait à l'inverse les moins 30% pour les PCI, on aurait 432 985 pour le PCI et 821 308 pour les communes. La commission de finances vous propose de maintenir la répartition de droit commun comme on le fait chaque année, avec donc 618 550 € par EPCI, 635 543 par commune. Et donc, pour un total donc, de 1 254 293, qui est une baisse de 24 000 € par rapport à l'an dernier. Vous savez, chaque année, ça baisse un petit peu de 2%. On ne sait pas trop pourquoi, ne me le demandez pas. Mais ce qui est intéressant, c'est un, qu'on l'a conservé, et deux, vraiment la bonne nouvelle, c'est que vous savez qu'il y a 750 PCI qui sont bénéficiaires du FPIC. L'an dernier, nous étions classés au rang 722 ou 723 de mémoire, et cette année, nous sommes classés au rang 603. Donc on a gagné plus de 100 places de marge, et donc ça, on le doit à deux choses. On a plutôt une augmentation des revenus moyens par habitant qui s'est plutôt stabilisée par rapport à l'an dernier. Vous vous rappelez, elle avait considérablement augmenté, ce qui nous avait fait perdre quelques places. Et deuxièmement, on voit aussi l'effet des décisions fiscales qu'on a prises, puisque le côté effort fiscal est aussi un des critères qui rentre en compte pour l'obtention du FPIC. Donc on est toujours une communauté de communes qui n'est que bénéficiaire et qui n'est pas encore contributrice, puisque vous savez qu'on peut à la fois être contributeur et bénéficiaire sur des critères qui sont différents. Mais pour l'instant, on ne l'est pas. Donc en résumé, on vous propose de maintenir la proposition sur le montant de droit commun, donc un équilibre en fait entre la commune et la communauté de communes, puisque le coefficient d'intégration fiscale est quasiment à 50% et à 49,36. Voilà, et puis donc compte tenu du rang, je pense qu'il est de bon ton de pouvoir dire que dans nos budgets communaux, l'an prochain aussi, on pourra prévoir le FPIC, qui serait quand même assez étonnant qu'on perde tout d'un coup près de 150 places. Donc, enfin, je peux pas l'imaginer compte tenu des critères, quoi qu'aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir imaginer des choses, même quelquefois à court terme. Simplement une petite prudence. Prenez 2% de marge, quoi. Bon. Et de toute façon, vous savez bien que les nouvelles règles, si par malheur on perdait le FPIC, on ne perdrait que 10% de la première année. On le fait de façon dégressive, donc la pilule serait moins dure à avaler brutalement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je regrette que quand on prend une décision une délibération sur le FPIC, Didier Besse soit absent du conseil. Mais ça, c'est pour détendre l'atmosphère un petit peu. Pas de questions? Mais écoutez, je le mets au vote. Allez, c'est bon, le vote est clos. Donc c'est validé à l'unanimité, merci. Si. Point suivant, Pierre. Donc vous savez qu'il y a certaines taxes, si on veut les appliquer pour 2026, il faut les prendre avant le 30
octobre, je crois, de l'année précédente. C'est le cas de la taxe sur les surfaces commerciales. Donc, on avait effectivement commencé depuis l'an dernier à monter le coefficient qui était à 1 de 0,05 par an, puisqu'on a cette possibilité-là. Et donc, on l'avait passé de 1 à 1,05 et la commission de finances vous propose de fixer le coefficient multiplicateur de la Taxcom en 2026 de 1,05 à 1,10. La recette complémentaire tourne autour de 40 000 euros. Je rappelle que ça concerne les surfaces de vente de plus de 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est au moins égal à 460 000 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Président. Non, mais s'il n'y a pas de questions, nous on vote. Allez, tout le monde a voté. Une abstention. Donc, c'est validé à l'unanimité. Donc, validé. Pierre, je passe la suite après la Tascom, la CFE. Même chose donc pour les entreprises qui ont une CFE qui est assujettie au chiffre d'affaires et non pas à la surface de l'entreprise. Donc vous avez le tableau des montants de base de 2025 pour rappel qui était 579, 1158, 2433 jusqu'à 7533 en fonction du chiffre d'affaires qui va de moins de 10 000 euros à plus de 500 000 euros. Et le montant proposé pour la base minimum de 2026 est à côté, donc 579 à 589, 1158 à 1179, pour arriver de 7533 à 7669. Alors cette proposition, elle débouche sur quelles conséquences? Voilà. Alors essayez d'agrandir les dernières colonnes parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Voilà. La dernière colonne, sur les 234 entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est autour de 10 000 euros, ça va coûter 2,06 € dans l'année. Il y en a 234. Et pour le reste, vous avez le nombre d'entreprises, 3, 539, 603, 3, 494, pour arriver à la dernière où il y a 333 entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros. Et l'incidence de l'augmentation de la base qu'on a vue tout à l'heure, pour ces entreprises-là, c'est 36,35 € par an. Donc vous voyez que l'augmentation qui est proposée, qui amène une recette qui va tourner autour de 40 000 euros pour notre communauté de communes, va de 2,06 € à l'année à 36,35 € dans l'année. Je pense que c'est une augmentation qui peut être supportable. Est-ce qu'il y a des questions? Sachant qu'on ne change pas le taux. Le taux, on le laisse à 29,07 comme il avait été voté en 2025. Oui? Des questions? Il y a certains commerces qui peuvent plus, qui sont en difficulté. Oui. Aujourd'hui, nos commerces vivent une période très difficile. Baisse de fréquentation, charges clients moins, concurrence en ligne. Beaucoup d'entreprises locales sont fragiles et certaines luttent simplement pour survivre. Donc toujours. Voilà. Je pense que là, on parle surtout de commerces qui ont un chiffre d'affaires oula, il y a des interférences relativement faibles. Et vous voyez, enfin, pour passer les 10 euros, il faut arriver à la ligne où le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 et 250 000 euros, où on a une augmentation de 17,06 € pour l'année. Voilà, malheureusement, je ne pense pas que ce soit 2,06 €, 2,91 € ou 4,41 € qui vont mettre en péril des commerces qui sont déjà en difficulté. On parle de sommes relativement, enfin, très, très modestes. Maintenant, les difficultés commerciales, bien évidemment, on les connaît. Oui? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Écoutez, je le mets au vote.
Donc le vote est clos. Il y a 3 abstentions et 79 qui valident la proposition. Donc le vote est accepté, validé. Merci. La modification du règlement d'attribution des fonds de concours, ça on en avait déjà un petit peu parlé, puisque j'avais été interpellé par certains maires sur la possibilité de rendre éligibles les logements communaux. La commission économie s'était réunie là-dessus, nous avait porté des éléments à la commission finance que l'on a examiné. Effectivement, tout le monde est bien conscient de la difficulté aujourd'hui du logement, y compris chez nous. Donc, il était peut-être intéressant d'intégrer, même si après ça donne lieu à recettes, d'intégrer les logements dans le règlement des fonds de concours et de pouvoir allouer les fonds de concours au commerce qui allait rénover des logements. Donc, la première décision, c'est de rendre éligibles les logements communaux et les réfections de logements, enfin de maisons ou d'autres pour faire des logements communaux par les communes, de revoir la date de caducité, et là le mieux c'était de se caler pour des questions de simplicité pour tout le monde sur le calendrier des DETR pour les projets, notamment pour les gros projets, puisque certains projets qui bénéficient d'un fonds de concours mettent bien 2 ans d'études et après peut-être 3-4 ans pour se faire, avec une lettre de rappel un mois avant l'échéance. Simplifier le côté administratif quand vous demandez le fonds de concours à la communauté, de se caler si vous avez un dossier DETR sur le dossier DETR et si vous n'avez pas de dossier DETR sur le modèle fourni avec les taxes récapitulatives du financement définitif et les délibérations qui vont avec. Il vous est proposé aussi 2 vagues d'attribution par an avec des dates de limite des dépôts de dossiers, une le 30 mai et une autre le 15 octobre. Les dossiers déposés au 30 mai seront examinés en commission finance du mois de juin et présentés en conseil au mois de juillet. Et ceux du 15 octobre seront présentés en commission finance entre le mois d'octobre et le mois de novembre pour une délibération et une attribution au mois de décembre. Voilà. Il est aussi proposé que pour ces dossiers fonds de concours, puisque c'est quand même une aide de la communauté de communes et qui peut être sur certains dossiers assez importante, qui peut aller jusqu'à 50 000 €, d'apposer une plaque de communication affichant le logo de Covaldor sur l'investissement qui a été réalisé par les communes, à charge de la commune d'acheter la plaque sur un modèle qui vous sera transmis, mais qui ne sera pas d'un coup, on va faire en sorte que ce ne soit pas d'un coup excessif et parfaitement supportable par la commune. Il n'est pas concevable d'avoir un fonds de concours à 3 000 € et une plaque qui en coûte 5 000. C'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. Mais bon, on estimait aussi quand même qu'il est logique que le nom de Covaldor apparaisse sur les fonds de concours. Et pas de modification du montant de l'enveloppe annuelle 2025. Voilà les modifications dont on avait débattu en commission finance, que la commission finance vous propose aujourd'hui de valider. Et un rappel pour ceux qui n'auraient pas encore annulé un fonds de concours demandé, qu'ils le fassent, et pour ceux qui ont terminé leur fonds de concours, qui n'oublie pas d'appeler Covaldor pour se faire payer de façon à limiter les stocks et les reports en permanence d'une année sur l'autre, parce qu'il y a encore pas mal de stocks concernant les fonds de concours. Voilà, donc n'hésitez pas, si c'est fini, d'envoyer le dossier pour vous faire payer votre fonds de concours. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Oui. Oui, moi je voudrais m'exprimer en tant que maire de Seigne et vous dire ma satisfaction de cette mesure. Ça fait un moment que je milite pour qu'on rende effectivement les communes, enfin les logements communaux éligibles au fonds de concours. Je vais vous apporter le témoignage de Seigne. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur la question du logement, et parce que je suis persuadé que même dans les plus petites communes, et je rappelle que Seigne c'est la plus petite commune de Covaldor, on peut créer du logement, mais c'est un gros effort. C'est un gros effort. À Seigne, donc ça fait plusieurs années que je travaille sur l'acquisition et la réhabilitation d'une maison ancienne de centre-bourg.
Et franchement, je pense avoir utilisé toutes les ficelles pour financer l'opération, hein, acquisition par l'EPFO, portage du foncier donc par l'EPFO, DETR, financement de logement social via le département, la région, leader, même arriver à tordre comment dire, le règlement d'intervention du leader pour avoir un peu de leader. Enfin bref. Malgré tout ça, malgré les possibilités de prêts bonifiés via la Banque des Territoires sur 30 ans, eh ben, ça passait pas. Hein. C'est 300 000 euros pour l'opération, pour un logement, un T3, pratiquement 300 000 euros. Donc ça passait pas. Avec les fonds de concours, ça passe et on peut le faire. Voilà. Donc je veux dire, je merci encore à la commission d'avoir pris en compte cette réalité des choses. Et je pense que ça peut déclencher des réalisations dans les communes. On peut mobiliser du foncier un peu mal foutu, qui deviendront des logements attractifs. Et on a besoin de logements pour nos entreprises, pour nos activités. Donc voilà, je me félicite vraiment de cette décision. Merci Dominique. Oui, Gaëlic. Excusez-moi. Moi aussi, je suis ravie que cette mesure s'engage. J'ai des questions techniques. Est-ce qu'il y a l'obligation pour la commune qui prépare un projet d'avoir un maître d'œuvre ou est-ce qu'il peut uniquement présenter des devis d'artisans dans le cadre éventuellement d'une réhabilitation, rénovation d'un logement qu'il a déjà ou d'un bâtiment qu'il a déjà. Autre point, est-ce que il n'y aurait pas un petit guide ou en tout cas des recommandations à donner aux élus d'aide à la décision pour éventuellement proposer du logement par rapport aux demandes. Je pense à des meublés, à des choses qui sont manquantes sur le territoire. Et enfin, est-ce qu'il y a des critères de performance énergétique associés à ce fonds de concours? Merci. Donc pour l'instant, on n'a pas mis de performance liée, mais je pense que chaque commune, quand elle va faire un investissement, elle va être attentive au fait que, enfin, elle va être attentive à ce que effectivement le bâtiment soit pas énergivore. C'est pas le but de l'investissement. Donc effectivement, on n'a pas mis le critère. Personnellement, je souffre assez souvent d'être obligé de prendre des maîtres d'œuvre ou des maîtrises d'œuvre sur certains dossiers où je pense que les communes n'auraient peut-être pas forcément besoin. Donc je vois pas non plus l'intérêt d'obliger les communes à avoir un maître d'œuvre pour être éligible aux logements communaux. Voilà, donc on l'a pas effectivement mis. Par contre, désolé, j'ai pas entendu ta deuxième question. Je sais pas si je saurais y répondre, mais. Non, est-ce qu'il est prévu, par exemple, de faire une petite note par rapport à ce qu'a fait Coval d'Or Expansion pour donner des recommandations aux élus? Par exemple, je m'appuie un petit peu sur le diagnostic qu'on a fait sur notre canton, sur la demande en logement. Il apparaît quand même qu'il y a une forte demande sur des logements meublés pour des nouveaux arrivants. Et voilà, ça fait partie des choses qu'on n'a peut-être pas forcément en tête de prime abord et qui peuvent être utiles pour le porteur de projet et utiles pour les nouveaux arrivants. Voilà, ce genre de petite... Non, c'est pas... Il n'y a rien qui a été lancé, il a fait sur ce point-là précisément. Je reviens sur la fête des normes et d'obliger il y a une amélioration des critères énergétiques sur le bâtiment. Si un dossier qui est mis et qui demande des subventions d'aide au département ou à l'État DETR, ils y sont. Il faudra y répondre. Ouais. Ça fait partie des critères d'éligibilité au dossier. Bon, nous, on va le faire. Bon, après, je pense que c'est comme dit Pierre, on va pas simplifier des choses qui le sont. Et comme dans beaucoup des cas, ces dossiers pratiquement tous les dossiers qui seront montés sont aidés par ailleurs au niveau du département ou ailleurs. Donc je pense que voilà. Les contraintes, ils seront déjà d'office. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Bon, mais s'il n'y en a pas, je mets au vote.
Alors, annulation des fonds de concours aux communes. Donc ça, c'est évidemment, ces fonds de concours sont annulés suite aux demandes des communes de l'annuler. Pour la plupart, évidemment, ce sont des communes qui espéraient les subventions DETR ou autres et qui ne l'ont pas obtenues et qui avaient mobilisé les fonds de concours.